Chers étudiants, bonjour. Nous allons passer très vite en revue l'information génétique nécessaire à l'amélioration des animaux d'élevage. Alors, rappelons que nous sommes là à l'étape 2 de notre schéma d'AG. Bien, les informations à recueillir concernent le phénotype, le génotype, le type génétique, la parenté, la consanguinité et l'environnement. Bien, pour ce qui est du phénotype, il s'agit donc des informations relatives à la performance moyenne du groupe, à la performance de l'individu ainsi qu'aux corrélations. Bien, comment exploite-t-on les informations relatives aux corrélations? Je prendrai deux cas. Nous pouvons avoir des corrélations positives ou les corrélations négatives. Alors, pour les corrélations négatives, il doit être établi une sélection divergente, c'est-à-dire à partir d'un groupe, d'une famille ou d'une race, on pourra obtenir, n'est-ce pas, deux souches dites divergentes aux performances plus ou moins opposées. Par exemple, pour l'espèce volaille, à partir d'un même ancêtre, étant donné qu'il existe une corrélation négative entre le poids vif et la production des œufs, c'est-à-dire la ponte, on aura une lignée divergente chair et une lignée divergente ponte. Alors, quand la corrélation est plutôt positive, ce qui se passe, c'est que les deux caractères sont sélectionnés dans le même sens et plus le premier caractère dont la valeur est bien connue et la corrélation avec le second connu permet de prédire le second. Ainsi, par exemple, on peut sélectionner de façon très précoce sur les caractères qui apparaissent tardivement. Un exemple, toujours avec l'espèce poule. Si la corrélation entre le poids vif à 2 semaines et le poids adulte est connue, alors, au lieu d'attendre 6 à 7 mois pour sélectionner sur l'animal, avec tout ce que ça comporte en perte de conduite, de main-d'œuvre ainsi que les besoins de nutrition et de maintien. Une fois le poids à 2 semaines obtenu, on peut prédire le poids adulte de l'animal et sélectionner à 2 semaines. Bien, l'information génétique de l'individu ou du groupe, de la race ou de la famille concerne entre autres les paramètres génétiques que sont l'héritabilité, la répétabilité et les corrélations génétiques. J'espère que nous nous rappelons très bien des formules et méthodes utilisées pour estimer cela. Je ne parlerai pas une fois de plus du diagramme de piste ou alors de la méthode de variance et de covariance pour ce qui était, n'est-ce pas, de la corrélation génétique. Bien, l'information génétique peut être aussi obtenue s'il s'agit de la population en évaluant la structure génétique de la population et en ce moment, on fera plutôt recours à la génétique de Hardy-Weinberg. Troisièmement, les informations relatives à la race, aux gènes, à l'allèle, aux marqueurs et bien d'autres sont nécessaires. Je vais insister, n'est-ce pas, sur l'importance de l'information relative aux marqueurs. Alors, pour certains gènes, il n'est pas aisé de les différencier ou alors de les caractériser. Cependant, étant donné qu'il existe des marqueurs associés à ces gènes et qui sont bien connus, vu la proximité étroite entre le gène et son marqueur, la sélection sur le marqueur qui est facile à identifier permet effectivement de sélectionner avec lui le gène qui lui est associé. Maintenant, c'est quoi les informations relatives à la parenté? Il s'agit de la relation, d'une part, et du coefficient qui va décrire le degré de parenté, d'autre part. Alors, la relation, par exemple, s'agit-il des pleins frères? S'agit-il des demi-frères? S'agit-il des grands-parents
petit-fils. Cette information permettra donc d'exploiter la relation qui existe entre l'héritabilité et la variance additive. Ainsi, pour les pleins frères, on comprendra que un demi de l'héritabilité de l'un des parents est transmise à la descendance, tandis que s'il s'agit de la relation petit-fils-grand-parent, ce rapport sera de 1/4. Alors, les coefficients, vous comprenez maintenant quelle est l'importance et l'intérêt ou alors l'utilisation des formules précédemment utilisées pour l'estimation du coefficient de parenté. Maintenant, pour la consanguinité, le coefficient et l'effet consanguin sont exploités. Le coefficient, on n'y reviendra plus. La méthode d'estimation a été développée. Maintenant, c'est quoi l'effet consanguin? Il existe des effets consanguins positifs et des effets consanguins négatifs. Les effets consanguins positifs ont trait à l'accumulation des gènes positifs de famille. Alors, lorsque l'effet additif de certains gènes est positif, c'est-à-dire lorsque l'effet est souhaité dans la performance, on aura donc tendance à sélectionner les animaux qui ont accumulé ce gène. Là, c'est un effet positif. À l'opposé, on a aussi les effets additifs négatifs des gènes identiques qui vont, n'est-ce pas, être écartés de la sélection, de la population ou alors de la descendance par la sélection des reproducteurs qui ne les portent pas, bien évidemment. C'est le cas par exemple de la dépression de consanguinité qui est la conséquence de l'accumulation des gènes soit létaux, soit des gènes dépressifs. Alors, c'est quoi l'environnement temporel, l'environnement permanent et les corrélations entre deux ou plusieurs environnements? L'environnement temporel est l'environnement spontané, ponctuel. Nous prendrons un exemple. Si nous considérons par exemple un génotype malade à un temps précis, qu'il guérisse ou pas, alors la maladie fait partie ou alors constitue l'environnement temporel. C'est le cas également des aléas climatiques ponctuels. Une catastrophe ou un choc dû par exemple à la présence d'un prédateur à un moment précis dans un troupeau constitue un environnement temporel. De l'autre côté, l'environnement permanent constitue celui qui coexiste sur un temps bien délimité avec une étape particulière du développement ou avec, n'est-ce pas, tout le développement de l'individu ou du groupe. Nous prendrons un exemple. Si nous considérons un œuf en incubation, l'œuf lui-même consiste ou alors représente l'environnement permanent de l'embryon. Ainsi, si l'œuf est de petite taille ou s'il est infecté par exemple, cela peut influencer la vie ou la survie de l'embryon qui peut soit naître ou mourir ou alors en être affecté pendant son développement post-embryonnaire, c'est-à-dire après l'éclosion. Un autre cas ou alors une autre illustration de l'environnement permanent. Si nous considérons les petits de la naissance au sevrage, la mère constitue pour ces petits mammifères l'environnement permanent pour cette étape de leur développement précis. Effectivement, les corrélations rendent compte du degré, n'est-ce pas, d'évolution ou de coévolution entre les deux environnements considérés.
Alors, sur ce, chers camarades, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et rendez-vous tout de suite pour la continuation.